Salut tout le monde, c'est Olivier de Stay Sharp. Aujourd'hui, je vous montre les principes de base pour aiguiser un couteau japonais à la maison. Ça peut aussi s'appliquer pour un couteau européen. Donc, je vais utiliser des pierres à eau japonaises là, pour aiguiser ce magnifique Kiritsuke Nigara. Donc, quelles sont les premières choses, les premiers éléments aussi à considérer et à prévoir quand on va aiguiser un couteau de cuisine? La première chose, évidemment, l'équipement, mais aussi on veut prévoir une certaine stabilité. Donc, c'est-à-dire que dans notre équipement, peu importe la configuration que vous voulez avoir, là, tant que vous êtes stable. Donc, ça, c'est la première des choses. Ici, j'utilise un petit bassin, donc ça va être une insertion soit en métal ou en plastique. Je vais utiliser un pont. C'est tous des outils qu'on peut retrouver à la boutique de Stay Sharp, évidemment, mais c'est très universel, donc ça a un levier qu'on peut rajouter, qu'on peut directement mettre sur un évier traditionnel. Donc, c'est une option quand même assez importante parce que donc on va comprendre ici qu'on est hyper stable quand on travaille. C'est vraiment une des principales choses à regarder quand on va aiguiser un couteau, la stabilité. Par la suite, je vais mettre un petit linge pour vraiment venir m'appuyer sur le stone holder. Donc, c'est un support à pierre. Dans certains cas, il y a certaines pierres qui viennent avec déjà des bases. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ceci est un support universel et ça devrait fonctionner sur la plupart des pierres qui n'ont pas de base. La deuxième chose, évidemment, selon la pierre que vous avez, dans ce cas-ci, ma pierre de grain 1000, que je vais revenir un petit peu plus tard, eh bien, elle a besoin d'un petit coup de trempage. Dans certains cas, certaines pierres qui sont considérées comme soaking, donc des pierres à trempage, ont besoin d'un petit spa pour se détendre, donc c'est tout à fait normal. Donc c'est vraiment la composition de la pierre qui a besoin de se remplir, se gorger d'eau pour effectuer un travail consistant. Tout dépendant de la pierre, on pourrait dire 10, 15, 20 minutes. Le repère très simple, c'est dès qu'elle ne fait plus de bulles ou que vous ne l'entendez pas. Ça sent les bulles, c'est pas prêt encore pour l'utilisation. Dès qu'on n'entend plus les bulles, à ce moment-là, on peut embarquer tout de suite. Et ça tombe bien parce que dans ce cas-ci, en fait, on va commencer avec une pierre plus rude que la pierre de grain 1000. La raison est simple, en fait. Je vais toujours utiliser des pierres qui vont être au bon niveau pour l'aiguisage adéquat pour le couteau. Qu'est-ce que tout cela veut dire, évidemment? C'est du charabia. Ben, c'est très simple, en fait. Plus votre couteau est dol, plus vous avez besoin de retirer de la matière. On va comprendre que plus le grain est bas, plus vous allez retirer de la matière rapidement. Et dans une idéologie où ce qu'on veut polir le tranchant et retirer le moins de matière possible, si vous travaillez avec une pierre de grain 1000, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, si vous êtes un débutant, je recommande définitivement d'aller avec une pierre qui est un petit peu plus grossière pour aller un petit peu plus rapidement dans votre travail, ce qui va vous permettre d'apprécier davantage votre travail au niveau de l'aiguisage, mais aussi d'aller un petit peu plus rapidement. Donc, je vais aller chercher ma pierre de grain 400. C'est une pierre Naniwa qu'on a évidemment chez Stay Sharp. Si c'est votre première fois sur la chaîne, si vous avez l'opportunité de vous abonner et de liker et de commenter également si vous aimez ce genre de vidéo-là. Comment ça va, Billy? Ben, on apprécierait beaucoup. Billy aussi apprécierait énormément votre addition à la chaîne. Likez et commentez et abonnez-vous. Qu'est-ce que tu fais, Billy, man? OK, donc, évidemment, vous m'avez vu utiliser ce petit objet. Bon, c'est juste une bouteille d'eau, là. C'est la base des choses. Une pierre doit être constamment hydratée en surface pour être capable de limiter la friction que vous allez faire sur le couteau. La pierre, dans ce cas-ci, elle a déjà été utilisée par mes collègues, donc je vais m'assurer d'utiliser une pierre d'aplanissement, donc ce qu'on appelle dans notre jargon une Atoma, donc c'est vraiment la marque. Ça va être un grain 140, donc ça va être vraiment pour aplanir la pierre. Ce qui va être vraiment intéressant à ce moment-ci, c'est de travailler sur une surface qui est égale. Et également, on va dresser la pierre pour accueillir notre couteau. Donc, quand on parle de dressage, vous allez voir, il y a une petite accumulation. En fait, c'est un mélange de pierre qui va vraiment faire en sorte d'ouvrir les pores. Ça va aider drôlement pour la rapidité, mais aussi l'efficacité, l'uniformité du tranchant. On va généralement utiliser l'Atoma pour créer ce dressage-là qui est particulièrement intéressant dans ce cas-ci. On peut le voir ici. Donc ça, c'est excellent pour débuter l'aiguisage. Je vais le refaire un petit peu pour vraiment la libérer davantage et l'égaliser. On peut utiliser des outils comme un Sharpie, par exemple, si vous n'êtes pas certain que votre pierre est plate. Vous pouvez quadriller votre pierre, puis ensuite utiliser la Atoma pour vraiment s'assurer que vous travaillez sur une surface qui est plate. Je vais toujours commencer mon travail. On veut
toujours penser comme un métronome, donc on veut avoir le même mouvement d'un côté et de l'autre. Il y a tellement de façons d'aiguiser, je vous le garantis, si vous utilisez une façon ou d'une autre, si le résultat est bon, alors utilisez la façon la plus facile pour vous de le faire. Donc moi, je change pas de main. Il y a des personnes qui changent de main. Dans mon cas, moi, je ne change pas de main. Donc vous êtes devant votre pierre, vous avez le couteau. Que faire? Évidemment, première des choses, c'est utiliser la technique de l'ongle. On veut que l'ongle ne puisse pas passer en dessous de la lame. Donc si vous êtes trop bas, l'ongle devrait pouvoir passer entre la pierre et le tranchant. Donc, vous voulez toujours avoir un angle qui va différer entre chacun des couteaux. Généralement, les couteaux japonais, si vous fiez un angle d'une quinzaine de degrés, vous allez pouvoir y arriver. Nous, ce qu'on veut faire, c'est des mouvements de va-et-vient de haut en bas. On veut utiliser aussi l'entièreté de la pierre le plus possible. Donc, on veut travailler le plus possible en faisant de la friction sur le tranchant. Donc, on va aussi épouser le plus possible la forme du couteau. Donc, on peut remarquer aussi qu'au niveau de la pointe, je lève un peu plus mon coude pour venir aller chercher le tranchant de la pointe. Puis, je vais ajuster évidemment mon geste quand je vais me rendre jusqu'au talon. Et il y a quelque chose de très important à faire lorsqu'on travaille sur une pierre, c'est vraiment de regarder où est notre morphile. Donc, c'est ce déplacement de métal qu'on va avoir d'un côté vers l'autre lorsqu'on travaille sur une pierre. Là, évidemment, on déplace la matière. Donc, on va le sentir du côté opposé de la lame. Un petit son en passant notre doigt. C'est ce son-là qu'on va aller chercher. Il y a une certaine uniformité du son. Donc, on aimerait peut-être ici, dans ce cas-ci, le travailler cette partie-là. Cette partie-là semble bonne. Donc, je vais repasser un petit peu de ce côté-là. Évidemment, ça va changer quand on a parlé aussi de technique de coupe dans une dernière vidéo. Ça dépend si on fait beaucoup de rocking. Donc, je pense que cette personne-là sollicitait beaucoup le devant de la lame. Donc, on peut le marquer. On va passer un petit peu plus de temps à cet endroit-là. Donc, on va juste s'adapter. On va travailler un petit peu plus dans les premiers centimètres de la lame. Et lorsqu'on sent le morphile bien établi, à ce moment-là, on va pouvoir changer de côté. Évidemment, ne suraiguisez pas votre couteau. C'est-à-dire que si vous avez un morphile qui est bien développé sur l'entièreté du couteau, alors à ce moment-là, ne travaillez pas plus que ça. Donc, on veut vraiment retirer le minimum possible sur votre couteau. Donc, lorsque vous avez un morphile qui est équivalent sur l'entièreté du couteau, alors en ce moment, on retourne le couteau. J'ai parlé brièvement là, de l'angle, mais l'angle, c'est certain que c'est un critère qui va vous permettre d'améliorer votre technique et aussi améliorer votre résultat. Ça se peut que vous ne soyez pas parfait au début. C'est tout à fait normal. Ça va vous demander un petit peu plus de répétition. Si vous avez vraiment de la difficulté à trouver votre angle, vous ne savez pas quel est le bon type de pression à faire. Il y a aussi des cours qui se donnent chez StaySharp qui va vraiment être un cours semi-privé qui va développer vos attitudes beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus de sécurité. C'est quelque chose qui est ouvert à tous. Le cours est généralement la semaine et le week-end, donc on essaie d'en donner le plus possible. Mais c'est une option qui est très intéressante pour les gens qui veulent éviter les erreurs multiples dès le départ. Je parle très peu de la pression, mais évidemment, plus la lame est émoussée et plus la pierre est rude, plus vous devez mettre de pression pour effectuer votre mouvement. Donc, dans ce cas-ci, on parlait d'un couteau qui n'avait pas un grand besoin d'aiguisage. Je pense que c'était un premier aiguisage, une mise d'appui. Je vous dirais, si vous travaillez avec une balance à la maison, c'est une bonne idée. Vous pouvez mettre la pression de votre couteau avec votre main sur la balance. Je dirais que pour les couteaux avec un acier japonais et vous travaillez sur une pierre de ce type de grain-là, donc 400, un 2000 grammes de pression est adéquat pour ce type d'utilisation. Donc là, ici, vous voyez que je suis en train de être un petit peu plus sommaire au niveau de l'aiguisage, c'est-à-dire que j'ai déjà développé mon morphile des deux côtés. Donc là, nous, ce qu'on veut faire, c'est tenter d'égaliser le tranchant le plus possible. On a développé le morphile, on l'a stabilisé. Et là, ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est de préparer le couteau pour la prochaine pierre. Donc, la prochaine pierre va être une pierre plus fine, plus douce. C'est elle qui va nous permettre d'avoir un aiguisage qui va être un petit peu plus concret.
Donc ici, on va avoir vraiment un tranchant un peu plus grossier. Étonnamment, vous allez être quand même capable de couper un poivron, une tomate avec ce type de grain-là. Par contre, pour les couteaux japonais, vous allez vraiment trouver que c'est optimal de passer la pierre suivante, ce qui va lui permettre d'avoir un peu plus de mordant, de stabilité, puis beaucoup plus d'élégance quand vous allez couper. Vous allez sentir moins d'accroche, spécialement pour la viande. C'est vraiment quelque chose que vous allez sentir si vous arrêtez à ce type de grain-là. Ici, on est rendu au changement de pierre. Je vais vous montrer le travail qui a été fait sur la lame. Donc, ça va être un petit fil qu'on va voir sur le tranchant. Donc, on voit qu'il y a un fil sur le fin tranchant de la lame qui a été effectué. C'est un tranchant qui va être généralement uniforme, là. Donc on va voir que l'épaisseur de ce tranchant-là devrait être similaire sur l'entièreté du tranchant. On veut avoir aussi des deux côtés une uniformité de ce tranchant-là. C'est ça qui va nous guider si on a un travail qui est adéquat. Je pense qu'à ce moment-là, si vous êtes prêt à la prochaine pierre, si vous sentez qu'il y a de l'adhérence sur votre ongle, sur l'entièreté, donc ça l'accroche bien sur l'entièreté de votre ongle, vous pouvez passer à la prochaine pierre. Donc l'étape du tranchant principal a été complétée avec le grain 400. Là maintenant, on va passer à une pierre qui est nécessaire, là. Même si à la maison, par exemple, vous avez un couteau qui commence à être un peu émoussé, un petit peu de difficulté à pénétrer dans la tomate ou le poivron, mais quand même qui est capable de le faire. Vous n'êtes pas nécessairement obligé d'aller vers la pierre de grain 400, vous pouvez commencer immédiatement sur la pierre de grain 1000. On a appris que c'est bien important de travailler sur une pierre bien droite. On va aplanir la pierre ici. On va venir vraiment retirer quand même la matière, là, puisqu'on voit ici que la pierre était entachée là, sur l'entièreté. Puis on voit généralement que c'est souvent le centre de la pierre qui est sollicité davantage. Fait que c'est vraiment à cet endroit-là qu'on va devoir retirer un petit peu plus de matière. Puis pour l'égaliser, on va retirer de la matière jusqu'à temps que le centre disparaisse et qu'on puisse enfin pouvoir travailler. Je laisse cette fine boue, encore une fois, sur cette pierre pour pouvoir ouvrir les pores, puis on va pouvoir commencer à aiguiser. Je vais repasser quand même là, au niveau de l'angle. C'est très important d'être stable, donc si vous faites des mouvements qui sont un petit peu hasardeux comme ça, vous allez vraiment drastiquement endommager votre couteau si vous n'êtes pas stable. Donc j'ai peut-être pas mis d'emphase encore sur la prise en main, mais moi j'opte pour une prise qui est assez commune là, dans l'univers de l'aiguisage. Nos 3 doigts vont supporter le manche, donc les 3 derniers doigts de la main, et l'index va toucher la colonne et le pouce va toucher le talon. Donc je veux vraiment sentir que le couteau est l'extension de ma main. Je veux vraiment sentir que lorsque je tourne le couteau, c'est que ma main lui a ordonné. Donc on veut être tout à fait stable quand on travaille. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec cette position-là, puis vous êtes à l'aise avec une autre position, allez-y de la façon dont vous êtes le plus à l'aise. C'est très important. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont de la difficulté là, à utiliser cette technique-là. Donc, si vous n'avez jamais aiguisé le couteau au préalable, je pense que de commencer avec cette technique-là va vraiment vous aider. Évidemment, quand on parle d'angle là, ici, une chose très logique aussi, c'est qu'on va toujours vouloir pousser du côté de la lame et relâcher la pression quand vous allez revenir vers vous. Donc, vous allez développer cette technique-là avec le fil du temps. C'est un peu comme un élan au golf, au baseball, c'est de la mémoire musculaire. Donc, on va vraiment s'appuyer sur des bases de mouvement qu'on va répéter et répéter et répéter. Je vais vraiment vous montrer, je vous laisse aller un petit peu. Donc, on a un morphile bien établi ici. On ne passe pas plus de temps. On va switcher à l'autre côté. Donc, on voit ici là, que j'utilise quand même mon corps pour me déplacer, surtout du côté gauche de la lame. Je vais venir tranquillement tourner la lame et également mon corps pour venir vraiment épouser un petit peu la courbure de la lame. Ça va nous permettre aussi d'être un petit peu plus uniforme. Donc, je déplace mon bassin un petit peu de gauche à droite.
puis je permets aussi à mon coude de suivre le mouvement. Donc, naturellement, je vais vraiment avoir un mouvement un petit peu plus naturel aussi. Donc là, j'ai fait deux côtés. Normalement, le morphile devrait être bien établi aussi. C'est important de réaliser aussi qu'un travail préalable a été fait sur la pierre. Donc, normalement, on concrétise un petit peu nos bases qu'on a effectuées sur la pierre précédente. Dans le cas-ci, c'est la 400. La pierre de grain 1000, c'est généralement une pierre qui va donner un morphile beaucoup plus évident, beaucoup plus mordant. Tout de suite après la 1000, vous allez sentir que votre couteau coupe quand même relativement bien. Si vous ne sentez pas de morphile, si vous ne sentez pas que le couteau coupe, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez fait qui n'était pas adéquat. Probablement que le morphile n'a pas été créé ou que le fil du tranchant ne s'est pas touché. Donc, que vous avez peut-être pas assez travaillé d'un côté et trop travaillé de l'autre. Donc, ça se peut que ça soit quelque chose qui soit défaillant dans votre aiguisage. Le morphile va définitivement vous enseigner que si vous ne le sentez pas lorsque vous avez terminé un côté, c'est que vous n'avez pas travaillé assez encore. Comme vous avez pu voir, je change la fréquence du moment où je change de côté. Encore une fois, c'est vraiment pour égaliser le tranchant de la lame. Donc, on veut, en bout de ligne, vraiment avoir un tranchant symétrique des deux côtés. Donc, j'alterne au préalable. Le dernier mouvement que je vais faire sur cette pierre-là va vraiment simplement glisser le tranchant d'un côté comme de l'autre. Je vais le refaire une dernière fois. Donc, je fais du talon à la pointe et ensuite, je reviens de l'autre côté pour faire la même chose, talon-pointe. Donc, on se souvient au début, on veut vraiment être un métronome, faire les mêmes mouvements des deux côtés de la même fréquence. Et là, je vais vraiment uniquement faire glisser le tranchant pour avoir le plus d'uniformité et le plus d'égalité au sommet du tranchant. C'est ça qui va nous permettre d'avoir à la fin de l'exercice un tranchant plus uniforme et aussi peut-être un peu plus perforant. Une fois que vous avez senti vraiment que votre couteau est uniforme, c'est-à-dire que des deux côtés, les biseaux se touchent, vous pouvez faire le test. Là, ici, on ne cherche pas à avoir un morphile, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de son. Les deux biseaux là, se touchent complètement. Là, on est vraiment dans un apex ici. À ce moment-là, ça veut concrétiser le tranchant. Donc là, à ce moment-là, on peut vraiment appuyer notre doigt sur le tranchant. Et c'est ce son-là qu'on recherche. C'est un son de pincement qu'on veut entendre et ça veut vraiment être le signe qu'on est vraiment à un endroit où les biseaux se touchent et que le tranchant est optimal ici. À ce moment-là, notre travail sur la 1000 a été complété. On serait prêt à passer à la pierre de polissage. Et si vous avez besoin de conseils pour vous orienter vers une bonne pierre, tout dépendant le type de couteau que vous avez, c'est certain qu'on a les réponses à ces questions-là. Fait n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel type de pierre est plus intéressante pour vous selon ce que vous avez. Merci, Billy. Bon, si Billy me laisse travailler, on va repasser pour la pierre de polissage. Là, dans ce cas-ci, je pense, une pierre qu'on pourrait dire pré-polissage ou polissage. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez aussi. Encore une fois, les pierres, il y a tellement de diversité dans les types de grains puis ce que vous voulez aller chercher. Dans ce cas précis, là, on est sur une Aotoshi. C'est une pierre de grain 2000. On l'appelle dans le jargon The Green Brick of Joy. Pourquoi le Joy? C'est parce qu'honnêtement, c'est une pierre hyper le fun à utiliser. Sans faire, c'est une pierre très, très soft. Donc, le feedback est super intéressant. Autant pour des couteaux durs, mous, c'est vraiment chouette. Et là, ici, évidemment, on fait notre petit rituel. On aplanit notre pierre. Puis ça va être un exercice que vous pouvez faire, pas nécessairement entre chacun des aiguisages que vous faites. Gardez en tête que vous retirez de la matière à chaque fois que vous utilisez ça. Par exemple, si j'avais à réutiliser la même pierre pour un autre couteau, je n'aurais pas besoin nécessairement de la planir. Donc, gardez-les en tête. C'est vraiment juste pour s'assurer que le contact de votre tranchant soit fait sur le couteau. Donc là, ici, notre pierre de dressage, je remets les résidus sur la pierre et on y va. Ici, là, quand on parle de pierre de finition, on veut presque pas mettre de pression. Là. Sur la pierre de grain 1000, on mettait à peu près 1000 grammes de pression. Sur la pierre de grain 400, on mettait peut-être 2000 grammes de pression. Là, honnêtement, on peut mettre comme
3, 4, 500 grammes de pression. Si vous allez sur une pierre encore plus fine, vous pouvez vraiment que laisser le poids de la lame en termes de pression, ça serait suffisant. Il faut relativement mettre de la pression sur une pierre de course, sur une pierre qui est quand même rude, un petit peu moins sur la mille et presque pas sur la pierre de finition. Là, ici, ce qui va être vraiment important, ça va être d'y aller très doucement, là. Donc ici, le passage de mes doigts va se faire très rapidement parce que le morphile est développé. Ce qui veut dire que je cherche pas à accentuer le morphile, je cherche vraiment plus à le polir. Mes doigts vont défiler très rapidement sur la lame, ce qui va me permettre d'être un peu plus sommaire. Donc en appuyant beaucoup moins, non, je sais pas si vous avez entendu aussi, mais il y a peu de sons qui s'émanent de la pierre, ce qui reste tout à fait logique parce que de on met moins de pression et de 2, la pierre est beaucoup plus fine. Donc, vous pouvez aiguiser souvent aussi à l'oreille. Plus vous allez mettre de pression, plus vous allez sentir que le son est plus important. Donc, c'est ce qu'on peut aller chercher comme critère aussi. Si vous êtes plus auditif, vous pouvez y aller au son également. C'est quand même assez méditatif aiguiser un couteau, honnêtement. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire quand vous êtes enragé, tu vois. C'est quelque chose que vous faites en toute quiétude. Vous gardez un petit rituel le soir avec un petit thé, une petite tisane, placé avec votre couteau, tranquillement, vous y allez. C'est pas une course, encore une fois, c'est vraiment la beauté d'aiguiser un couteau, c'est le sentiment du travail bien fait. Au bout de la ligne, peu importe le temps que ça vous a pris, c'est vraiment la qualité du travail qui reflète beaucoup plus le sentiment de satisfaction, je dirais. Là, écoutez, c'est sûr que là, présentement, j'ai travaillé sur un Gyuto Kiritsuki, dans ce cas-ci 240, donc c'est quand même une lame plus volumineuse. Ça dépend de la condition de votre couteau aussi. Si c'est un couteau qui est vraiment amoché, ça risque de vous prendre plus de temps. C'est sûr que pour des professionnels comme nous, aiguiser un couteau de façon régulière demande, je dirais, peut-être un 15 à 20 minutes. Peut-être pour un débutant, on va parler de 45 minutes, bien voire 1 heure. C'est quelque chose qui peut arriver. Même, c'est sûr que si vous n'avez pas de plaisir, évitez. Venez déposer vos couteaux au service d'aiguisage de Stay Sharp. Honnêtement, on a un service super efficace, rapide, peu coûteux. Donc ça aussi, ça peut être une option si vous voulez juste comprendre comment l'aiguisage se fait. C'est tout à fait intéressant. Je suis à la toute fin, là, je suis en train de faire les derniers passages. On va pouvoir faire notre fameux code test. On a terminé notre travail sur la pierre d'aiguisage. Donc là, on peut tout de suite constater, juste au son, qu'il y a un crisp supplémentaire là, qui a été fait au couteau. C'est comme si on l'avait pimpé. Là, on a vraiment amélioré les performances. Visuellement, on voit le tranchant est beaucoup plus miroir. On voit ce petit... étincelant de brillant au niveau du fin tranchant. Donc, on a amené la lame à être polie. Nous, ce qu'on va recommander suite à cette pierre de polissage-là, ça serait vraiment un dernier petit polissage supplémentaire. Donc, on va utiliser le cuir. Donc, nous, c'est un cuir à tanin végétal qu'on commercialise ici à Stay Sharp. Ça peut être une bande, bon, bref, ça peut être n'importe quel produit en cuir qui va avoir quand même un certain porosité. Donc, n'utilisez pas un cuir, par exemple, de moto, par exemple, c'est trop lisse, il n'y aura pas d'adhérence sur le fin tranchant. On va utiliser la dernière technique qu'on fait sur les pierres 1000 et 2000. Dans ce cas-ci, on va juste simplement passer le fin tranchant sur le cuir avec le même angle. On met presque pas de pression aussi. On va aller chercher la même pression qu'on avait sur la pierre de polissage et on va faire quelques passages comme ça, de la pointe au talon. Et on va ensuite tester notre aiguisage. Et voilà. Donc, un très bon test qu'on a tout le monde à la maison, là, sans commencer à toucher à de la nourriture, c'est le papier. Utilisez un papier qui est très souple, donc évitez tout ce qui est papier d'imprimante, par exemple, ou vous pouvez utiliser des tests là, ultimes. Le papier journal aussi fonctionne très bien. Qu'on veut aller couper en, je dirais, perpendiculaire. Et on veut sentir qu'il n'y a pas d'effort quand on coupe le papier, mais également qu'il n'y a pas d'encoche sur le papier. Donc, on peut bien voir ici que le papier est net. On peut également aussi regarder au niveau des petits frisottis. Petits frisottis.
très geek un peu, là, mais je pense que les frisottis, c'est vraiment chouette si vous êtes capable d'y accéder. Le papier réagit tellement à la finesse du tranchant qu'il va se rétracter naturellement. Donc, c'est ça qui va faire en sorte qu'il y a des petits filaments de papier que vous allez couper qui va réagir de cette façon-là. Votre couteau, il coupe, c'est clair, net et précis. Vous avez fait un bon travail. On a vu la coupe de papier. Maintenant, on serait rendu à la coupe des aliments. Donc, on va voir à quel point on a changé la vie de notre couteau et la vie de nos aliments qu'on va couper. Je place mes 2 doigts. Aucune pression. C'est complètement fantastique. Donc, c'est vraiment... c'est ce qu'on veut voir quand on a un couteau bien aiguisé. C'est très lisse aussi. On peut... Je sais pas si on est capable de voir, là, mais il y a vraiment très peu de friction qui est créée quand on coupe l'aliment. Donc, on va vraiment le sentir sous la dent. Ça va vraiment améliorer les propriétés de votre couteau et aussi le plaisir que vous allez avoir en cuisinant, évidemment, parce qu'un couteau bien aiguisé est drôlement plus agréable à utiliser. Pour terminer, je pense qu'on a vu ici que ce qui est le plus important, c'est la constance et non la rapidité à laquelle vous faites le travail. Prenez votre temps, il n'y a pas de presse, ayez du plaisir, une étape à la fois, une pierre à la fois. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les placer, ça nous va faire plaisir de les écouter et d'y répondre. Et on se voit bientôt dans une prochaine vidéo.